Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, les questions de priorité à droite, à coup sûr, tu auras cette question lors de l'examen officiel du code de la route. C'est une question récurrente qui tombe souvent et parfois même, il y a plusieurs questions de priorité à droite dans un même test officiel. Parfois 2, parfois 3, parfois même 4. Alors, comme c'est une question qui est importante, on va tout voir sur la priorité à droite. Comme ça, tu sauras tout sur cette notion. Alors, deux cas va se présenter à toi. Le cas où tu devras la priorité à droite et le cas où c'est toi qui auras la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, tout d'abord, parlons des cas où tu devras céder la priorité à droite. Le premier cas, c'est quand tu abordes une intersection sans aucune signalisation. Il y a zéro signalisation. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est le véhicule qui est à ta droite qui est au prioritaire et tu devras donc lui céder la priorité à droite. Le deuxième cas, c'est s'il y a ce panneau, ce fameux panneau. Ce panneau indique que tu dois céder la priorité au véhicule venant de droite. Donc là, on vient de voir la part où tu n'as pas la priorité. Voyons donc maintenant quand est-ce que tu as la priorité. Alors, plusieurs cas existent. On va aborder les trois principaux. Alors, tout d'abord, si tu rencontres ce panneau t'indique que c'est toi qui es au prioritaire seulement à la prochaine intersection. Ensuite, si tu rencontres ce panneau, c'est un panneau de priorité qui t'indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer. Et ensuite, il y a un troisième cas très important et que vous oubliez souvent. Le troisième cas où tu es prioritaire, c'est le cas où un véhicule sort d'une voie privée. Alors, une voie privée, c'est un appartement, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est le parking d'un centre commercial, c'est un commerce. Voilà. Si un véhicule sort d'une voie privée, tu n'as pas à lui céder la priorité, même s'il vient de droite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans un endroit privé. Et en général, comment savoir qu'un véhicule sort d'une voie privée ? En regardant le trottoir. S'il y a un bateau, ça c'est ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire un affaissement de trottoir. Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau vu de profil. Si tu vois qu'il y a un bateau sur le trottoir, ça veut dire que c'est une voie privée. Et donc tu n'as pas à céder le passage à un véhicule qui sort d'une voie privée. Alors, vu que c'est une question importante, on va faire aussi un petit récapitulatif. Tout d'abord, les cas où tu dois céder la priorité. Tu dois céder la priorité si tu abordes une intersection sans aucune signalisation ou alors si tu as le panneau priorité à droite. Concernant les cas où tu as la priorité, on a 3 cas. Tout d'abord, le cas où si tu vois ce panneau qui t'indique que tu es prioritaire à la prochaine intersection, si tu rencontres ce panneau qui indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer, ou alors si un véhicule sort d'une voie privée.
Donc ici, pour répondre à la question, je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Bah oui, pourquoi? Bah tout simplement parce que on a le panneau priorité à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Dans un tunnel, la distance de sécurité peut être estimée via les diodes. Réponse A, bleu. Réponse B, orange. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité? La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à la vitesse considérée. Dans un tunnel, les diodes bleues vont t'aider à estimer la distance de sécurité. Elle correspond à 2 diodes bleues. Si tu veux savoir à quoi correspondent les diodes orange, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique en lien dans la description. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. La consommation d'alcool A. Augmente l'acuité visuelle. B. Diminue le champ de vision. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que tu vois, ça va nous permettre de réviser des notions très importantes et que souvent les élèves n'intègrent pas assez. Alors, on va revenir sur 2 choses, l'acuité visuelle et le champ de vision. Alors, déjà, on va commencer par l'acuité visuelle. Alors, c'est quoi l'acuité visuelle? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est le test que vous faites quand vous allez chez l'ophtalmo et qui vous demande de lire des lettres de plus en plus petites. Voilà. Ça, c'est l'acuité visuelle. Ensuite, on a le champ visuel. Alors, le champ visuel, c'est quoi? En fait, c'est la portion de l'espace qu'on voit, soit avec un œil, soit avec les 2 yeux. En général, quand on parle de champ visuel, on parle de champ visuel binoculaire, qui est, pour un être humain, à peu près de 120 degrés à l'arrêt. Alors, en général, l'alcool a pour effet de réduire et le champ visuel et l'acuité visuelle. Donc, ici, la bonne réponse sera la réponse B. Donc, la consommation d'alcool diminue le champ de vision. Question numéro 4. Je circule sur une rue à double sens de circulation. Je peux me garer sur l'emplacement réservé au stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans une rue à double sens de circulation, il est interdit de se garer en sens contraire à la circulation. Tu dois obligatoirement te garer à droite sur ton sens de circulation à toi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, regarde cette petite animation. On est sur une rue à double sens de circulation et il y a des places de parking. De l'autre côté, tu n'as pas le droit d'aller sur la voie qui est en sens contraire pour te garer.
Bah, tout simplement parce que tu seras en sens contraire et donc il y aura des voitures qui viendront et qui se demanderont ce que tu fais. Tu vas bloquer la circulation. Donc, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Le camion peut me voir facilement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, vous êtes typiquement dans l'angle mort du camion. Donc il est très peu probable qu'il puisse vous voir. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. Je dois changer ma roue. Cet indice triangulaire me permet de positionner le cric au bon endroit pour soulever le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, ce petit indice qu'il y a sur le véhicule te permet de bien positionner le cric. Pourquoi ? Parce que tu peux pas mettre le cric n'importe où. Il y a des renforts spéciaux sous la voiture prévus à cet effet. Alors, comment véritablement utiliser un cric ? C'est très simple. Tu places la fente du cric au niveau du rebord de la voiture. Comme cela. Ensuite, tu tournes le cric et la voiture est soulevée. Maintenant, tu peux changer ta roue. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Je circule actuellement sur la voie de gauche. Je peux rester sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois me déplacer sur la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici déjà, on roule sur une deux voies à sens unique. Alors, comment on le sait ? On regarde la ligne de rive gauche et on voit que c'est une ligne de rive continue. On est donc sur un sens unique sur les deux voies. Ensuite, ici, je roule sur la voie de gauche. Est-ce que j'ai le droit de rouler sur la voie de gauche ? Non. La voie de gauche, elle est faite pour dépasser. Donc ici, on n'est pas en processus de dépassement, donc on se rabat dès que possible à droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 8. Certains de mes feux sont en panne. Je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si vos feux sont en panne ou sont défectueux, vous risquez une amende de 68 €. C'est une contravention de 3e classe et ça vous coûtera 68 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Avant de quitter le véhicule, je dois vérifier. Réponse A, le rétroviseur extérieur. Réponse B, l'angle mort. Réponse C, le rétroviseur extérieur uniquement.
Alors, avant de quitter ton véhicule, tu dois tout d'abord vérifier ton rétroviseur intérieur pour savoir si une personne qui est garée derrière toi souhaite également quitter son stationnement. Ensuite, tu dois vérifier ton rétroviseur extérieur. Et enfin, tu dois vérifier l'angle mort. À savoir également qu'une ouverture intempestive de portière est punie par une contravention de première classe et tu seras responsable en cas de dommages matériels et corporels. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 10. La distance d'arrêt d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture roulant à la même vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Donc là, je vous montre le document que vous retrouverez dans la formation qui vous montre en fait les différences de distance d'arrêt entre une voiture et un camion, par exemple. Bah, plus un véhicule sera lourd, plus sa distance d'arrêt sera longue, due à sa masse. Donc effectivement, un tramway étant beaucoup plus lourd qu'une voiture aura une distance d'arrêt beaucoup plus grande que celle d'une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 11. La consommation d'alcool diminue la capacité à voir la couleur rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, attention à cette question, car elle tombe très souvent à l'examen officiel du code de la route. Alors effectivement, la consommation d'alcool va diminuer la capacité à voir la couleur rouge. Alors, ça a une importance. C'est quand même une question qui est pertinente. C'est-à-dire que, étant donné que énormément de signalisations sont de couleur rouge, notamment les feux rouges, notamment les panneaux de danger, notamment les panneaux d'interdiction, ils sont de couleur rouge. Donc, en buvant de l'alcool, tu vas être moins enclin à les repérer. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 12. Au péage, je choisis ma voie en fonction de mon moyen de paiement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement, avant d'arriver à un péage, on a souvent donc un panneau d'indication bleu qui nous indique les moyens de paiement. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs moyens de paiement. Donc ici, je vous ai mis tous les panneaux indiquant les différents moyens de paiement. Donc on va pas y revenir aujourd'hui parce que ce serait trop long et c'est pas la question. Mais vous allez pouvoir connaître la signification de ces panneaux dans la formation. Ici, dans le panneau qui nous est indiqué pour cette question, tout à gauche, on aura le droit à des voies en télépéage. Au milieu, on aura droit à des voies pour paiement par carte bancaire. Et à droite, pour paiement en liquide. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Cet emplacement est réservé. Réponse A, à l'écopartage. Réponse B, au covoiturage. Alors cette question elle est intéressante parce que vous confondez toujours covoiturage, écopartage, écomobilité, écoconduite. Bon, aujourd'hui on va voir la différence entre le covoiturage et l'écopartage. Alors, tu vois, ce panneau indique en fait le covoiturage. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Alors que le panneau pour l'écopartage, c'est celui-ci. Alors, le covoiturage, c'est quoi ? Le covoiturage, c'est le fait de partager un itinéraire avec d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut même être des inconnus que tu trouveras via certaines applications. L'écopartage, c'est quoi ? L'écopartage, c'est autre chose. L'écopartage, c'est le fait de louer un véhicule en libre service. Donc parfois pour moins d'une heure. Voilà. Donc c'est deux choses différentes. Alors ces deux choses différentes participent à l'écomobilité. C'est vrai. Mais c'est deux concepts différents. Ici, cet emplacement est réservé au covoiturage. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Si un usager vient de la droite, réponse A, je passe. Réponse B, je cède le passage. Alors, ça on l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans le cours de la formation. Donc ici, on a affaire à une intersection, d'accord, où il n'y a pas de signalisation. Il n'y a ni une signalisation horizontale, ni une signalisation verticale. Dans ce cas-là, le régime de priorité est celui de la priorité à droite. Donc, je dois céder le passage au véhicule venant de droite, s'il y en a, bien sûr. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 15. Grâce au détecteur d'angle mort, je n'ai plus besoin de la vision directe. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, le système de détection d'angle mort est une aide à la conduite. Donc, cette aide à la conduite vous permet en fait de détecter les véhicules qui sont dans votre angle mort avec un petit pictogramme qui s'allume. Alors, par contre, il faut quand même que vous fassiez vos contrôles en vision directe. On ne sait jamais, le détecteur peut ne plus marcher correctement, notamment à cause des intempéries. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Ce panneau indique réponse A, un passage piéton. Réponse B, des toilettes publiques. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Je tourne à droite comme le véhicule en face. Je passe avant le véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une intersection dans laquelle, en fait, il n'y a pas de signalisation qui vient gérer les régimes de priorité. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est-à-dire pas de marquage au sol, ni de signalisation verticale, c'est-à-dire des panneaux ou des feux qui régissent la priorité, alors on est sous le régime de la priorité à droite. Donc ici, on se situe à droite par rapport au véhicule qu'il y a en face. C'est donc moi qui ai la priorité. Donc ici, je tourne à droite avant le véhicule en face. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Avant d'effectuer un long trajet avec mon véhicule électrique, je m'assure que la batterie soit complètement chargée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a deux choses à faire avant un long trajet lorsqu'on a un véhicule électrique. La première chose, c'est de charger sa batterie suffisamment. La deuxième chose, c'est de vérifier tous les points de recharge le long de votre trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Je peux m'arrêter au niveau de la station de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir que le stationnement et l'arrêt sont strictement interdits au niveau d'une station de bus. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. J'utilise le GPS. Je dois pas regarder l'écran, mais écouter les consignes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'on utilise un GPS pour se guider, on ne doit jamais regarder l'écran, mais plutôt écouter les consignes du GPS. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout,
active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 21. Je peux redémarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme tu peux le voir ici, les feux continuent de clignoter. Donc, je dois m'arrêter, je pourrai repartir lorsque les feux cesseront de clignoter. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Cette personne se retrouve inconsciente après un accident de la route. Pour la secourir, je dois. Réponse A. La déplacer sur le trottoir pour la protéger. Réponse B. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse C. Vérifier un signe d'hémorragie. Alors, comment secourir une personne victime d'un accident de la route et qui se retrouve inconsciente? Alors, tout d'abord, tu dois vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc, une hémorragie, c'est du sang qui coule de son corps. Dans un deuxième temps, tu dois la mettre en position latérale de sécurité. Et dans un troisième temps, tu dois la couvrir, car toute personne victime d'un accident se met automatiquement en hypothermie, c'est-à-dire que son corps se refroidit. Alors, surtout, ici, il ne faut pas déplacer cette personne, car elle est inconsciente. Comme tu le sais, là, ici, on a seulement parlé du cas de secourir une personne inconsciente. Secourir une personne consciente, ce sera une autre procédure. Pour ça, je t'encourage à aller dans la formation. De plus, déplacer une personne sur un trottoir ne fait pas partie du secours, mais de la protection. N'oublie pas qu'il y a une procédure à suivre lorsque une personne est victime d'un accident corporel avec dommages corporels sur la route. Cette procédure, c'est le pas. Ici, on n'est pas sur la protection, on est sur le secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la
théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 23. Je suis en période probatoire. La vitesse maximale autorisée est de... Réponse A, 130 km/h. Réponse B, 110 km/h. Alors ici, comme les panneaux le montrent, on est sur autoroute. Donc là également, je vous montre le document que vous retrouverez dans l'information qui indique les vitesses maximales autorisées selon les types de routes. Comme tu le vois, la vitesse maximale autorisée en période probatoire sur autoroute est de 110 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Dans cette situation, la vitesse maximale autorisée est de A, 80 km/h, B, 50 km/h, C, 130 km/h. Ici, comme vous le voyez, on est dans une route à double sens, hors agglomération. Et on peut le voir parce que, n'oubliez pas, comme d'habitude, on regarde à gauche. Et à gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lignes de rive. Donc ici, lorsqu'on regarde le tableau des vitesses maximales autorisées selon les routes, on peut voir que la vitesse maximale autorisée ici est de 80 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. En tant que conducteur, je perçois tout ce qu'il se passe autour du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, là on en vient au champ de vision d'un conducteur placé dans un véhicule. Alors, déjà tu dois savoir que le champ de vision binoculaire d'un être humain est de 120 degrés. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas de 180 degrés, mais il est bien de 120 degrés. À l'arrêt, lorsqu'il regarde tout droit. Hein, parce qu'effectivement, le champ de vision se rétrécit avec la vitesse. Mais à l'arrêt, il est de 120 degrés. Alors, là, ce que tu vois donc en vert, c'est le champ de vision avant. Alors, c'est pas totalement ça, parce que vous voyez, il y a des traverses dans l'habitacle, à gauche et à droite, qui vont obstruer le champ de vision avant. Voilà, donc ça va constituer des angles morts, on va dire avant, gauche et droite. Alors, à l'arrière, derrière les 120 degrés, normalement, il ne voit rien. Cependant, on a des éléments qui vont nous permettre, en fait, d'agrandir notre champ de vision de manière, on va dire, artificielle, grâce au rétroviseur, c'est-à-dire grâce au miroir. Alors, on va tout d'abord avoir le rétroviseur intérieur, qui va, lui, augmenter notre champ de vision arrière de cette manière. Ensuite, on va avoir le rétro gauche et le rétro droit. Alors, par contre, on va avoir, si vous regardez bien, il reste des angles morts à gauche et à droite. Donc là que j'ai mis en rouge. Donc on voit bien que dans un véhicule, un conducteur ne peut pas tout percevoir de ce qui se passe autour de son véhicule. Donc la bonne réponse ici va être la réponse B. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas, ah ben, c'est pas grave,
les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve. Réponse A en A. Réponse B en B. Le niveau se vérifie sur un sol. En pente, réponse C. Plat, réponse D. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Hein. Donc, si vous avez fait une erreur dans cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation que vous trouverez en description pour en savoir plus sur les équipements du véhicule. Attention, les questions sur les équipements du véhicule, il y en a à peu près 3 par série d'examens avec la nouvelle réforme. Alors, ici, c'est très simple. Donc le liquide de refroidissement se trouve en B, le bouchon noir, et le bouchon bleu, représente le bouchon du réservoir du lave-vitre. Alors, le niveau se vérifie toujours sur un sol à plat. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses B et D. Question numéro 27. Je roule sur la voie de gauche. Réponse A, je suis bien placé. Réponse B, je dois me déplacer sur la voie de droite. Alors, en France, on roule sur la voie de droite. On n'a pas le droit de rouler sur la voie de gauche, à part exception. Par exemple, quand tu dépasses, ou par exemple quand, ici, la route est bouchée. Ici, c'est pas le cas, donc je dois me déplacer sur la voie de droite. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Je reste sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, tu remarqueras que la voie qui a devant toi, juste après l'intersection, ben, c'est une voie qui est réservée. D'ailleurs, tu peux voir la délimitation entre la voie de gauche et la voie de droite est matérialisée par une ligne blanche épaisse discontinue. Hein, donc, c'est une voie de bus. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler à gauche pour prendre la voie réservée aux véhicules motorisés standards. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 29. Je roule à 50 km/h. Ma vitesse est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on va voir 3 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on roule de nuit, donc avec une visibilité plus faible qu'en journée. La deuxième, regarde bien, c'est qu'on est en pente, donc ce qui augmente notre manque de visibilité. La troisième, c'est la signalisation verticale, le panneau qui se trouve à droite et qui nous indique qu'il va falloir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Donc, pour ces 3 raisons, ma vitesse n'est pas adaptée. Ici, je dois ralentir. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. Les forces de l'ordre peuvent contrôler les gaz d'échappement d'un véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, il y a même des brigades habilitées qui font ces contrôles-là dans le réseau routier français. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 31. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un 2 roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on la voit plus. D'accord ? Donc, si on la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du 2 roues. Voilà. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. Je ne me suis pas arrêté lors d'un contrôle de police. Cette infraction constitue réponse A, un refus d'obtempérer, réponse B, un délit de fuite. Alors attention parce que vous vous trompez souvent sur refus d'obtempérer, délit de fuite et c'est des questions qu'on pose souvent lors de l'examen officiel. Un refus d'obtempérer,
c'est quoi? Un refus d'obtempérer, c'est lorsque tu refuses le contrôle de police, c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas à un contrôle de police. Plus largement, en fait, c'est quand tu n'obéis pas à un ordre légal face à un agent de l'ordre public. Un délit de fuite, c'est vraiment autre chose. Un délit de fuite, c'est lorsque tu fais un accident et que tu ne t'arrêtes pas, soit pour constater l'accident, soit pour aider une victime dans le cas d'un accident avec dommages corporels. Donc c'est deux choses différentes, d'accord? Donc ici, donc ne pas s'arrêter lors d'un contrôle de police, c'est ce qu'on appelle un refus d'obtempérer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. La pression des pneus doit être vérifiée régulièrement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, tu dois vérifier tes pneus une fois tous les mois. Également, il ne faut pas oublier de vérifier le pneu de secours. Alors, de préférence, vérifier la pression des pneus à froid. N'oubliez pas. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Le feu est vert. Je laisse quand même passer les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a donc un passage piéton qui est régulé par des feux de signalisation. Donc ici, c'est la signalisation qui prime. Donc le feu est vert pour nous, alors nous sommes prioritaires. Donc je ne laisse pas passer les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Se déplacer en tramway, c'est participer à l'écomobilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, l'écomobilité, c'est quoi? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. Alors, c'est quoi par exemple? Ça va être utiliser les transports en commun. Ça va être utiliser le covoiturage. Ça va être se déplacer en écopartage. Donc, ici, utiliser le tramway, c'est bien participer à l'écomobilité. La bonne réponse est la réponse A. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc, pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors, c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc, nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard, qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques,
Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui. Tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien. Ce lien te ramène directement sur le site internet. Et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 36. Le régulateur de vitesse permet de rouler à une vitesse déterminée. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, effectivement, donc contrairement au limiteur de vitesse, lui, le régulateur va te permettre de rouler à une vitesse déjà prédéterminée par toi-même. Alors, comment ça marche un régulateur de vitesse exactement? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. La pollution atmosphérique peut être réduite en pratiquant le covoiturage et l'écopartage. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement, le covoiturage et l'écopartage vont réduire le nombre de véhicules en circulation. Par conséquent, réduire la pollution atmosphérique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, on ne klaxonne pas. On roule à 10 km/h. Certes, il y a un danger, il y a un vélo devant nous. C'est à nous de mettre le pied devant la pédale de frein, au cas où, si on doit freiner. Mais en aucun cas, je klaxonne. N'oubliez pas qu'il est interdit de klaxonner, sauf danger imminent, en agglomération. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 39. La ceinture de sécurité permet d'éviter l'éjection en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, effectivement, la ceinture de sécurité, ça sert à ça. Ça sert à éviter que ton corps soit éjecté à l'extérieur du véhicule en cas d'accident afin de réduire les dommages corporels. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Je laisse le piéton passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez qu'il n'y a pas de passage piéton. Il n'y a pas de passage piéton et le piéton n'est pas sur la voie. Donc, aucune raison de laisser passer le piéton. De plus, il y a un véhicule derrière. Vous voyez, dans le rétro, il y a un véhicule rouge. Ce véhicule rouge, peut-être qu'il n'a pas vu le piéton. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous arrêtez pour laisser passer le piéton, le véhicule rouge, lui, va avoir une incompréhension, il va pas savoir pourquoi vous vous arrêtez, et lui, il va accélérer. Et il risque d'entrer en collision avec le piéton. Donc ici, je ne laisse pas passer le piéton. La bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.